Monsieur Marcel Robert Ntchoréré, bonjour. Bonjour, Merci de nous accorder de votre temps pour cette interview. c'est moi qui vous remercie. Alors, on vous a vu sur le terrain en faveur du oui lorsqu'il s'est agi du référendum, le oui qu'il a d'ailleurs remporté. Quel est votre sentiment? Si vous êtes satisfait finalement. Ben, je dirais pas comme tout le monde, sentiment de satisfaction, non. Je reconnais tout simplement et je dis hautement que le peuple gabonais a une certaine maturité et que les Gabonais, jugeant que leur pays doit avancer, ont pris la décision de faire le bon choix et ont voté pour le oui pour que notre cher Gabon soit dirigé sur des bases bien claires d'une constitution choisie par le peuple. Et on peut dire félicitations à tous les Gabonais, félicitations à nous tous. Le référendum, c'est désormais derrière nous. Une commission chargée du code électoral a été mise en place. Un commentaire sur la composition de cette commission? Aucun commentaire, parce que vous savez, je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent sur des sujets qui ne relèvent pas souvent des missions du peuple. Un code électoral, un découpage électoral, cela relève d'un gouvernement, des missions d'un gouvernement. Maintenant, on a pour le cas spécifique que nous vivons aujourd'hui, après ce coup de libération, le président de la République, chef de l'État et président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui, a pensé qu'il était sage de mettre en place une commission. D'abord, il y a eu le dialogue. Ensuite, il y a eu une commission qui a travaillé sur la Constitution. Ce document est repassé entre des structures qui ont regardé encore cette Constitution. Ils ont modifié, il y a eu des amendements. Et ensuite, nous sommes passés au référendum. Et maintenant, il y a cette commission du code électoral. Bon, les gens pensent qu'il fallait créer des parités, mais quelle parité? Il n'y a pas de parité, parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Moi, je considère qu'il y a des Gabonais, et ils ont fait le choix de prendre des Gabonais qui travaillent, qui présenteront un code électoral, et que tous les Gabonais devront accepter ce code électoral. Pendant des périodes simples et une période normale, c'est le gouvernement qui rédige ces documents. Ça ne relève pas du peuple ou des associations, ou de ne sais pas quoi. C'est comme le découpage électoral. Tout pouvoir en place organise son découpage. Et le cas estime, Monsieur le Président, que nous sommes en période exceptionnelle, avec des organisations qui pourraient être exceptionnelles. Oui. Et du coup, ils estiment que cette commission devait être à majorité représentée par les acteurs politiques. N'êtes-vous pas de cet avis? Pas forcément. C'est pas parce que ce ne sont pas les acteurs politiques qui pensent mieux que le reste du peuple. Les acteurs politiques ont leur point de vue, les associations, les citoyens, chacun a son point de vue et sa vision du Gabon. Et ça sera l'addition de ces visions qui vont entraîner la sortie de ce code électoral, qui j'espère sera un code électoral accepté de tous, où il n'y aura pas encore certains qui penseront qu'il faut retoucher. Mais vous savez, nous sommes sur Terre, nous ne sommes pas au ciel. Il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des gens qui auront pensé qu'on n'a pas fait ça. L'essentiel, ce n'est pas tellement le code électoral. Tout repose sur la discipline citoyenne. Si les Gabonais ne comprennent pas qu'il faut être discipliné, que ce pays, pour se développer, il faut une discipline, il faut de l'ordre, on n'atteindra aucun objectif. Malgré les milliards, les richesses que nous avons, on n'aura rien. Il faut de la discipline, il faut de l'ordre, il faut une certaine autorité, affirmée par ceux qui ont la responsabilité de diriger le pays. Il faut la bonne gouvernance, et tout ira sans problème en mettant en avant des buts à atteindre pour le bien-être du peuple gabonais, où la richesse est répartie de manière équitable. C'est pas un gâteau, c'est pas de l'argent qu'on distribue aux gens, mais c'est la gouvernance, les projets de la société, les actes posés qui vont dans le sens du bien-être et du vivre ensemble du peuple gabonais. C'est ça, la clé. Vous pouvez avoir tous les beaux codes électoraux, c'est pas quoi, les constitutions que vous écrivez, on peut tout écrire. J'ai toujours dit, j'ai dit la dernière fois que la Bible, un livre si vieux, mais qu'est-ce que les gens en font? Tout est écrit,
l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et personne ne s'aime. Vous voyez, les tiraillements humains ne servent à rien. Et les gens tirent des parallèles. Il y a eu tel problème, non, parce que moi j'ai voté non. Personne n'a voté non, personne n'a voté oui. Pensez-vous que les autorités d'un pays vont s'acharner sur des individus parce qu'ils ont voté non? Non, pas du tout. Parce que ce vote était libre. Et certains ont voulu apporter des commentaires. Ces commentaires ne servent à rien. Pourquoi? Parce que dans un pays normal, tel que le Gabon, où le vote n'est pas obligatoire, comment des gens peuvent se lever pour dire « Ah oui, non, ici c'était pas bien, on a triché parce que tous les oui, machin. » Non! Parce que quand le vote n'est pas obligatoire, on se réfère à la liste électorale. Et même si vous êtes sur la liste électorale, la loi ne vous oblige pas d'aller voter. Donc, lors d'une élection, on se réfère uniquement sur les suffrages exprimés. Le cas du référendum, c'était soit oui, soit non, soit vous dites bulletin blanc. Ça s'arrête là. Donc, si 100 Gabonais se lèvent, et ça constitue le corps électoral, on s'appuie que sur ces 100 Gabonais et on donne un pourcentage. Et vous trouvez des gens dire « Ah non, mais la liste, il y avait eu 600 000 électeurs, il y a eu un taux de participation, le taux de participation n'était pas élevé. » Ça n'a même pas de sens dans un pays où le vote n'est pas obligatoire. Ça n'a pas de sens. Parce que si vous n'allez pas voter, c'est que vous ne vous intéressez pas à ça. Donc la République ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des citoyens qui ne s'intéressent pas à la vie du pays. La République s'intéresse aux citoyens qui s'engagent afin que ce pays avance. Il faut que nous puissions le comprendre une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas le nombre de participants qui compte. Ceux qui sont sur la liste électorale, ce sont ceux qui s'expriment. Voilà. Et c'est le plus important. C'est le plus important et je recommanderais peut-être à certaines autorités de bien réviser la liste électorale. C'est pas tout d'écrire le code électoral et la liste électorale. Nous en venons justement. Monsieur, quand vous ne révisez pas la liste électorale, quand on dit dès le mois de janvier, vous allez voir en janvier, on va ouvrir la liste électorale. Ceux qui sont déjà inscrits vont encore s'inscrire. C'est ce qu'on appelle l'indiscipline au niveau de la société. Vous êtes déjà inscrit, votre nom figure, vous allez tout simplement vérifier sur la liste si votre nom figure et c'est terminé. Mais vous êtes inscrit à Libreville, vous êtes inscrit à Lambaréné, vous êtes inscrit à Tubanga, vous n'êtes même personne. Dans un état de droit, on vous arrête et vous êtes sanctionné. Et il faut que les autorités, comme maintenant c'est la restauration des institutions, il faut qu'on frappe sur sur ceux-là qui ont tendance à tricher, à être partout. Ils votent, ils sont manipulés parce qu'ils reçoivent de l'argent. Après, ils sont les premiers à se plaindre que rien ne marche. Un citoyen vote une seule fois lors d'un scrutin. Une seule. Il ne peut pas voter deux fois. Vous faites votre choix, c'est votre droit. La Constitution vous donne ses droits, mais vous ne pouvez pas vous permettre de voter deux, trois fois. Et doit-on blâmer ce citoyen qui se permet de voter deux ou trois fois? Mais bien sûr. Quand on sait que ce sont des machinations de certains acteurs politiques, en fait. Mais ces acteurs politiques-là, il faut les sanctionner aussi. Hein. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, ces acteurs politiques. Ils pensent qu'ils n'ont même pas encore été élus, ils trichent. Ils jonglent avec la loi, les principes établis, pour que notre pays soit debout, avance. Mais s'ils sont élus, ils sont des gens irresponsables. Ils vont commencer à tricher aussi dans autre chose. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, vous découvrez aussi la force du pouvoir et les avantages du pouvoir. Il faut être très lucide quand on est au pouvoir. Et ça, si vous avez quelqu'un, il veut être député, commence à tricher, vous pouvez imaginer la suite. Qu'est-ce qu'il y a à l'Assemblée? On ne triche pas. Parce que pour y arriver, il a triché. Il faut la transparence électorale. C'est pas tout d'écrire le code électoral. D'accord. Voilà. Il faut la transparence électorale, ce n'est pas tout de l'écrire, vous l'avez dit. Alors, vous êtes sur le terrain politique depuis les années 90, vous l'avez dit. Oh, vous, personnellement, quelles sont vos attentes en ce qui concerne la rédaction de ce code électoral? Je suis sur le terrain politique depuis 1972. 70, d'accord. Les années 70. J'ai fait mes classes depuis 1972. Ça fait plus de 47 ans que je fais de la politique. Mais moi, je suis réaliste. Je ne suis pas utopiste. Depuis 1990,
Commençons par là, parce que avant 90, c'est le parti unique. Donc, il n'y a rien à redire sur le parti unique, parce que c'est un parti unique. Tout le monde cotisait, même si vous n'étiez pas content, vous allez cotiser. Bon, maintenant, depuis 1990, quand on regarde bien, qu'est-ce que la politique a apporté au peuple gabonais? Un acteur politique depuis 1972. Il n'y a eu que de la parole, pour ne pas dire la parotte. Les grandes phrases, on va faire ceci, puis on ne fait rien. Le Gabon s'est arrêté à partir de 1976. Arrêté? Oui. Vous savez, si on reprend l'histoire, dès 1967, on a eu un président très jeune, que les gens appelaient ABB le rénovateur. C'était la rénovation. Président très dynamique, qui a lancé les projets, qui a associé tout le monde, qui a pris le temps de tourner autour de faire le tour du puits du Gabon, et qui a lancé des projets. Les gens ont constaté que ceux que les colons avaient laissés, parce que le président Léon Mba n'a pas exercé pendant longtemps. Donc il y a eu un démarrage. Vous voyez, tout le centre-ville, il y a eu des hôpitaux, il y a eu beaucoup de choses. Et après, l'OUA 77. Donc, dès 1974, il y a eu des travaux dans Libreville. Après cette période, après l'OUA, après les années 69, il y a eu les fêtes tournantes à l'intérieur du pays pour essayer d'organiser les choses. Mais le pays s'est arrêté à partir de 1976. Il n'y a plus eu de grands projets. Et certains Gabonais ont pensé qu'ils devaient se comporter comme des propriétaires de leur province, propriétaires de leur ministère, propriétaires des budgets de l'État. Et puis ça a pris un coup. Il y a eu le ralentissement. Le pays est excessivement riche. Il y avait des budgets. Et les gens s'amusaient avec les queues de budget. Si les citoyens ne savent pas ce qu'on appelle queue de budget, certains savent ce que ça signifie. Et puis, le pays a commencé à avoir des difficultés parce qu'ils ont créé l'endettement de l'État. Et le pays a commencé à aller au ralenti. Un pays endetté ne peut pas faire grand-chose. Ça s'est accumulé, jusqu'à arriver au 30 août. Ça s'est aggravé lors d'une période 2009-2023. Il faut saluer tout simplement l'arrivée des militaires qui ont réussi à mettre de l'ordre. Encore que tout n'est pas encore parfait. Mais ça se fera. Je le dis avec force. Pour que ce Gabon, rêvé par nos ancêtres, puisse être debout. Pour atteindre les objectifs, parce que nous ne pourrons pas être les derniers en Afrique, c'est pas possible. Pour tout ce que nous avons comme richesse, que chaque citoyen prenne conscience que chacun de nous a sa pierre à apporter à l'édifice. Que chaque fonctionnaire, chaque cadre du pays, dans le privé, dans l'administration publique, comprennent que le Gabon doit se mettre debout. Pour que nous atteignions un objectif, nous avons des enfants, des petits-enfants. Quel héritage allons-nous laisser à ces enfants quand on sait combien les Omba, les Ngunju, les Amogo et tous nos devanciers, les pères de la République ont laissé des administrations debout qui fonctionnaient comme il se devait. Il n'y avait pas la prévarication, il n'y avait pas les blocages des dossiers, il n'y avait pas le tribalisme dans l'administration, il n'y avait pas la manière de protéger ceux qui ne doivent pas être protégés. Il y avait l'état de droit. L'état de droit, c'est tout. Alors, pour revenir sur vos attentes au sortir de la rédaction de ce code électoral, lesquelles sont finalement? C'est un document. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire quand un document comme un code électoral sort? Qui va inventer la roue? Pensez-vous que cette commission va inventer un nouveau code électoral qui n'existe pas ailleurs? C'est comme la Constitution. On devrait l'adapter à nos réalités culturelles également, par exemple. Si quelqu'un rédige le code électoral, il y a la réalité traditionnelle ou culturelle. Vous allez placer le buiti à quel niveau là-bas? Ça n'a aucun rapport. Si quelqu'un veut organiser sa veillée, il organise sa veillée. Ça n'a rien à voir avec le code électoral. Le code électoral
va définir le cadre de chaque élection. Et pour que le cadre de chaque élection fonctionne normalement, il faut que chaque citoyen commence à prendre ses responsabilités, ce qu'on appelle la responsabilité individuelle, de comprendre que mon pays est ma vie. Je n'ai pas à détruire mon pays, j'ai à faire les choses dans les normes. Je vais voter, je bats campagne dans la dignité, je n'agresse pas les autres, il y a une discipline, il y a des règles. Mais ceux qui vont dire que le code électoral est lié à la culture, ils ont des problèmes. Non, le code électoral peut être rattaché, on peut tirer des éléments de la mentalité ou de la psychologie générale du peuple. En disant, bon, au Gabon, nous pouvons faire ça, 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 dans ce sens. Contextualisé, en fait. Voilà. Mais le reste, ce sont des belles paroles d'intellectuels, des intellectuels péremptoires. Oh. Monsieur le Président, le ministère de la Défense a annoncé ce matin la levée du couvre-feu. Oui. Il y a eu des déboires quand même, donc ont fustigé les attitudes de certains éléments de force de sécurité et de défense. Votre commentaire? Ben, le ministère de la Défense prend une décision, c'est une décision gouvernementale, sur instruction du président de la transition. Et pourquoi les gens trouvent que c'est surprenant? Parce qu'il y a eu quelques événements par-ci, par-là. Ils sont insignifiants, ces événements? Ils ne sont pas insignifiants, mais il faut rappeler une chose. Tout à l'heure, je parlais de discipline citoyenne. Quand vous êtes dans une république, quand les autorités du pays disent que la ligne de conduite est celle-là, tout le monde doit respecter cette ligne de conduite. Mais si on vous dit que le couvre-feu doit démarrer à 22 heures, vous vous habitez au PK18 et vous vous retrouvez à Ovendo à 20h30. Nous savons combien de fois c'est difficile de prendre des taxis, parce que le taximan lui-même veut rentrer chez lui, pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi. Donc, si vous savez qu'il y a couvre-feu à 22 heures, à partir de 20h, faites tout pour être déjà chez vous. Mais vous allez dans un bistrot, vous êtes là, vous faites l'agenda, c'est que vous, aux autorités, nous, on n'a rien à cirer de vous. Et quand l'autorité se rend compte que vous bafouez la loi, la loi vous frappe. Vous savez, dans d'autres pays, quand il y a couvre-feu, vous ne pouvez même pas mettre votre pied devant votre porte. Parce que, moi je vous parle en tant que militaire, hein, même si je suis en civil. J'ai été dans une école militaire. J'ai vécu dans un milieu militaire pendant longtemps. Dans les pays, quand on dit couvre-feu, c'est que la situation est difficile. Quand on vous dit état de siège, encore grave. Et le citoyen doit rester à la maison. Ne pas sortir pour défier les militaires ou les policiers ou les gendarmes. Mais c'est regrettable ce qui s'est passé. Mais il faut aussi comprendre. Quand vous avez des enfants, quand les enfants commencent à organiser le désordre dans la famille, des fois on prend un petit coup de chicotte et les gens sont disciplinés. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des personnes qu'on a eu à arrêter, c'était que des jeunes? Il faut que le jeune Gabonais commence à se discipliner. C'est pourquoi il faut peut-être instaurer le système du service militaire obligatoire, même pendant 1 an, ou encore on descend même pendant 1 mois. Quand ils vont faire un tour dans un camp militaire ou un centre d'instruction, pendant 1 mois, on peut dire, bon, pendant les vacances, vous sacrifiez 1 mois, tout le monde au service. Dès que vous avez 18 ans, service militaire obligatoire. C'est très important. Pourquoi? Si le pays a agressé un jour, vous n'aurez pas le temps encore de dire qu'il faut former, entraîner des gens pour défendre la nation. C'est un truc très important, le service militaire obligatoire. Il faut l'instaurer. Ça permettra aux citoyens d'être disciplinés. Parce qu'il y a la discipline militaire. Parce que les civils n'ont pas de discipline. Les militaires ont une discipline parce qu'ils exécutent les ordres. Et quand vous sortez de là, vous êtes une autre personne. Ça permettra à ces jeunes, pendant 1 mois de formation militaire, de comprendre et d'apprendre ce que c'est que la République, les valeurs de la République, le drapeau, la Constitution, l'hymne national, l'uniforme, le devoir de servir. En ce moment, on aura des citoyens déjà prêts pour notre essor vers la félicité. Monsieur le Président, pour terminer, quelles sont vos attentes, selon vos espérances pour 2025? En 2025, nous pensons, j'aime pas parler en disant je, parce que là je parle au nom du parti Cercle Oméga. Dans le parti Cercle Oméga, nous ne disons jamais je.
Vous savez, l'Éternel des armées, en envoyant son Fils parmi nous, avait écouté un riche dire « Je suis riche ». Et dans les cieux, ils ont dit « Il est riche ». Il ne sait même pas que ce soir, on va récupérer son âme. Il faut toujours dire « nous ». Parce que quand on parle de « nous », c'est un ensemble, comme je dis les Gabonais, le peuple gabonais, nous sommes. Parce que nous, tout ce que nous faisons, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école maternelle. Ma main, voici ma main, elle a 5 doigts, en voici un, en voici 2, ainsi de suite. C'est cet ensemble qui forme la main pour un travail commun, pour un pays, pour toute chose. Donc, nous, au niveau du Parti Cercle Omega, nous pensons que la transition avance à petits pas, mais bien, sûrement, pas une vitesse lumière, même si les réalisations sont extraordinaires. Nous avons forte confiance dans ce qui se fait. Et nous savons aussi qu'en 2025, la justice, les hommes et l'appui de l'Éternel Dieu accompagneront les deux éléments. Celui qui sera choisi pour conduire ce pays à un devenir meilleur. Et nous souhaitons que celui-là soit celui que nous portons tous dans nos cœurs. Maintenant, que chacun scrute son cœur, que chacun fasse le bon choix pour 2025. Et nous ne pouvons que bénir ceux qui se mettent au service du Gabon. Nous ne pouvons que demander à nos ancêtres, particulièrement au président Léomba, de mettre sa puissance sur ces personnes pour que vive le Gabon et que vive le peuple gabonais. Merci. Merci à vous, Monsieur le C'est moi Président. qui vous dis merci.